Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Exagerarlo para Fabinho. Se le escapa la pelota y va Modric. Va. Señoras y señores, va Modric. Va. Habilita a Vinicius. Va Vinicius. Vino para Benzema. Camarades de la France des campagnes, camarades de la France des villes, bienvenue sur ce nouvel épisode du Ventre Mou, le deuxième épisode de la saison 2 qu'on a ouvert la semaine dernière. On a parlé d'Antoine Griezmann. Aujourd'hui, c'est un nouveau menu, mais avant de vous l'énoncer, on accueille Aurélien qui est aujourd'hui à domicile. Comment ça va, Aurélien ? À domicile, effectivement. Ouais. Voilà. Sur Versailles 78, Île-de-France. On ne pourra pas donner plus d'informations sur l'adresse, hein. Certes. On craint malheureusement les représailles de certains de nos ops. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a à nouveau un gros programme qui nous attend, bien sûr, bien évidemment. On va parler notamment du cas Mbappé, sans vouloir trop faire dans la polémique, on est quand même obligé d'en parler. On va parler également de la course au titre en Ligue 1, avec un week-end très très important qu'on a eu juste avant la trêve. Et puis on continuera notre nouvelle rubrique du joueur de la semaine dont on va discuter aujourd'hui. Bon bah écoute Aurélien, si c'est bon pour toi, c'est parti, on y va ? Ouais. Le premier gros débat qui va nous animer aujourd'hui concerne donc le cas Kylian Mbappé qui n'a pas été sélectionné en équipe de France quelques jours après l'annonce de la retraite d'Antoine Griezmann, soi-disant pour des raisons physiques. Maintenant, ce qui fait la polémique, c'est que il revient de blessure, mais il a joué contre Lille, il est rentré, il a été même titulaire ce week-end en Liga, et donc la question que se pose, c'est est-ce un comportement digne d'un capitaine ? Qui sont les responsables un petit peu dans cette sorte de quiproquo ? Et est-ce acceptable pour un cadre comme lui, justement, de prioriser son club avant sa sélection ? Parce que clairement, c'est le cas. D'après ce qui se dit, il aurait demandé à Deschamps d'être à peu près au repos, tandis qu'il aurait dit au Real qu'il était tout à fait en état de jouer. Ou est-ce qu'au contraire, c'est le Real qui a fait pression et Deschamps qui a cédé ? On ne sait pas, mais en tout cas, ça pose des questions sur le rôle des fonctions et des leaderships dans l'équipe de France. Surtout dans une position où Mbappé n'est pas, en tout cas pour l'instant, un capitaine assez apprécié pour faire ce genre de truc, qui n'est pas un capitaine qui a connu assez de succès pour faire ce genre de truc. Donc, c'est sûrement pas le bon timing pour faire ça. Et après, ça ressemble à c'est une stratégie, quoi. Mais c'est des stratégies que font certains joueurs, mais que le capitaine d'une équipe nationale a plus de mal à faire normalement, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis c'est étonnant aussi, cette espèce de double discours. On sait pas trop quoi en penser. Tout est très flou. C'est sûr que moi j'ai un peu l'habitude de prendre la défense d'Mbappé. Et je pense qu'aujourd'hui encore, je vais essayer d'être assez mesuré parce que j'ai un peu l'impression que tout le tapage médiatique et populaire qui est autour de lui fait que c'est forcément lui qui est coupable et qu'on va lui reprocher tout plein de trucs qu'on reprocherait pas aux autres. En revanche, là, ça pose des questions, mais moi, je pense que ça pose pas des questions uniquement autour de Mbappé, ça pose des grosses questions autour de Deschamps et de la Fédé. Deschamps qui a été tellement intransigeant avec certains joueurs qu'il a des passes droits dont on aurait très clairement pu éviter d'avoir lieu, hein. Je pense que si c'est Benzema qui demande ça, même avant sa période de froid, jamais de la vie, ça passe, on le laisse faire ça. Et pour autant, c'est le même club. Dans les deux cas, c'est un attaquant très important pour le Real Madrid. C'est le même président, c'est Florentino Pérez. Donc, en fait, qui prend la décision suite à quelle pression ? Et ça, justement, je pense que c'est pas très clair. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Déjà, il y a un truc amusant, c'est sur le tapage médiatique qu'il y a contre Mbappé. Je pense que le truc majeur, c'est que on voit beaucoup, comme c'est le plus gros club de France, l'avis de fans du PSG, qui donc sont évidemment beaucoup plus virulents que les autres, et ça peut se comprendre, vis-à-vis d'Mbappé. Je pense que c'est un des trucs principaux qui fait que Mbappé est autant attaqué qu'on a l'impression que tout le monde l'attaque. Je pense que c'est ça. Après, il y a des trucs légitimes, hein, justement, ce qui se passe actuellement, je trouve. Et ouais, après, c'est drôle parce qu'on dirait que Deschamps a pas... Enfin, on a l'impression que c'est le dictateur en FFF, mais que Mbappé est plus grand que lui quand même, quoi. C'est ça. Bon, après, on va croire qu'on fait un pressing anti-Deschamps dans tous les épisodes. Simplement, moi, à titre personnel, je comprends pas, en fait.
Donc le mec il est intransigeant avec tout le monde, il n'y a pas de passe droit, il n'y a pas d'écart, etc. Le but c'est pas parler de Deschamps, c'est parler du Kylian Mbappé, mais en même temps on peut pas parler de l'un sans l'autre. Et là ça passe, t'as ton capitaine et entre guillemets meilleur joueur, t'es un peu dans un creux générationnel qui a mal, etc. Et qui va te dire, bah en gros je sacrifie l'équipe de France en faveur de mon club. Ce que j'entendais Philippe Diallo dire ce matin, qui disait oui mais vous savez ils jouent 65 matchs par an, c'est pas tenable comme rythme, il faut les laisser souffler pour qu'ils soient au meilleur de leur forme. Je suis à 100% d'accord. Mais est-ce que ça doit se faire dans ce sens-là, dans cette priorité-là? Et puis surtout, pourquoi on n'a aucune communication? Est-ce que ça doit se faire dans le flou? Et du coup, si on estime que des joueurs peuvent rater des sélections pour aller se reposer et être meilleurs avec leur club, pourquoi c'est le cas pour certains et pas pour d'autres, hein, parce que je pense que s'il y a certains autres joueurs qui refusent la sélection pour se reposer, on les revoit plus jamais, quoi. Plus jamais, quel que soit leur niveau. D'ailleurs, le truc du repos est intéressant. T'as des joueurs qui passent des messages qu'ils font de manière pertinente. Il y a eu Koundé, pour parler de français, il y a eu Varane qui en parlait. Là, en plus, moi, à propos du repos, c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Il est censé se reposer pour une sorte de blessure et en fait, il joue en Ligue des Champions. Donc, Et il joue en Liga aussi. et en Liga. Donc en réalité, c'est plus qu'il a priorisé un match plutôt qu'un autre. Donc oui, il y a trop de matchs. Après, il y a autre chose, c'est que le capitaine, c'est pas un joueur comme un autre. Et ce brassard, il l'a voulu. Moi, je pense même qu'il l'a demandé. Et C'est sûr. il l'a eu. Donc, et il y a des trucs à suivre quoi, quand tu acceptes ça. Ouais, et puis tu disais c'est un rôle à part, c'est pas juste un capitaine, c'est le capitaine de l'équipe de France. C'est vrai. Ça veut dire que c'est le capitaine qui représente le pays, hein. C'est pas du tout un podcast nationaliste ici ou quoi, mais quand même, ça a une portée symbolique très importante. Donc à partir du moment où c'est le rassemblement des meilleurs joueurs de ton pays et que toi t'es le capitaine, donc t'es censé être le leader de cette équipe-là, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi je pense que, par exemple, j'ai entendu pas mal dire, oui, Griezmann, s'il part, ça c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est brisé au moment du brassard. Je pense que ça a pu jouer, c'est rentré en compte parmi les facteurs qui ont pu pousser Griezmann à sa décision. C'est loin d'être le seul. C'est même, je pense, ça n'engage que moi, hein, je pense même que c'est loin d'être le premier critère. Par exemple, je pense que le départ de tous les cadres avec qui il a grandi en équipe de France est un critère bien plus important. C'est d'ailleurs Giroud qui en parlait, le fait que Varane soit parti, Lloris soit parti, Giroud donc, Pogba, Matuidi, donc c'est-à-dire un peu tous ses potes de l'équipe de France, et que ils se sentaient plus isolés malgré le sourire de façade. Mais c'est sûr que le brassard du capitaine, il a laissé des traces cette affaire-là. Et aujourd'hui, on voit que c'est pas du tout un souci qui est réglé et qui s'impose comme ça devrait l'être. Un bon capitaine, c'est un capitaine qu'on remet pas en cause. Je pense qu'à partir du moment où il est remis en cause, c'est qu'il y a des moments où il y a des problèmes, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que là, pour la plupart des gens, avant que cette histoire soit réglée si elle l'est, eh ben, on se dira ah mais si Deschamps avait choisi Griezmann comme capitaine, ça aurait duré moins longtemps parce qu'il est plus vieux, mais ça aurait été beaucoup mieux quoi. Ouais, c'est sûr. Et puis, avec l'annonce que Pogba pourrait refaire son retour en match officiel d'ici mars, il y a eu le petit fantasme qui est revenu de imaginer Pogba reprend un gros niveau et du coup il est rappelé en équipe de France et ça fait revenir Griezmann. Bon, je pense qu'on en rêve tous. Maintenant, faut pas trop compter dessus. Quand on voit même ne serait-ce que les difficultés qu'a eu N'Golo Kanté pour revenir d'une absence moins longue, avec l'hygiène de vie qu'a Kanté, ça me semble compliqué pour Pogba, en tout cas encore plus compliqué de revenir de ce point de vue-là. Maintenant, on peut toujours l'espérer. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est donc là, Mbappé est absent sur ce rassemblement. Qui capitaine selon toi? Oh là, la question est compliquée parce que bon, il y a une sorte de leader de vestiaire qui avait l'air d'être sorti, notamment parce qu'il avait attaqué Mbappé à propos du dernier match et qui avait plu à tout le monde, c'était Maignan, mais enfin Maignan est connu pour ses blessures, donc non. Après, là, tu dirais non? Moi, je pense que je vote Maignan. Franchement, après, c'est que là, faut dire c'est que pour 2 matchs, donc en gros, c'est un peu un vice-capitaine. Moi, je suis pas fan des gardiens capitaines. J'aime bien quand le capitaine il est dans le jeu. Après, c'est pas forcément rédhibitoire, mais plus globalement, la preuve qu'on ait du mal à sortir des noms, ça prouve peut-être aussi qu'il y a un manque de cadre et de leader. Je pense qu'il y a quelques leaders en devenir, mais Théo Hernandez, est-ce qu'il doit être capitaine en équipe de France? Je sais pas, hein, par exemple. Bah, t'as un truc, pour revenir sur Maignan, c'est juste que tu vois, par exemple,
le vice-capitaine de Lloris pendant longtemps c'était Varane quoi. C'est-à-dire que même si le vice-capitaine en l'occurrence justement va pas être souvent capitaine, il incarne lui aussi une forme de stabilité et de présence dans tous les cas, tu vois. Après sinon bah, pour les autres cadres, on en avait parlé par message mais il y en a sûrement à devenir. Moi je pense par exemple à Saliba, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après Théo Hernandez, c'est un caractère aussi qui fait que tu as du mal à l'imaginer capitaine, je trouve. C'est ça. Que Mais, ce soit un leader, oui. De là à ce que ce soit le capitaine Théo, je sais pas. Je pense qu'au milieu de terrain, ils sont encore relativement jeunes. Ça va pas être Barcola ou Dembélé, quoi. Ou alors, je sais pas ce qui se passe. Ou alors, ça pourrait être Koundé, mais bon, ça arrive presque un peu vite. Pour lui, moi, je pense que ça sera Maignan et ça sera une bonne chose. Alors après, c'est vrai que Maignan était beaucoup blessé, mais il a pas raté beaucoup de matchs de l'équipe de France. En général, il s'est blessé pendant les sessions club. Donc voilà, mais là, moi, je pense que on le mesure pas encore beaucoup, mais on est dans un vrai creux générationnel. Hein. Parce qu'on a des joueurs qui montent aussi, hein, quand tu penses à ce que fait Michael Olise depuis le début de saison. Bah, en fait, ce qui est drôle, c'est que mine de rien, euh, on a plein de talents qui arrivent, qui auraient dû être accompagnés par des cadres, mais dont le départ a été plus ou moins précipité. Je veux dire, euh, en réalité, Griezmann aurait dû rester plus longtemps. Pogba, pareil, si les 2-3 dernières années s'étaient pas passées comme elles s'étaient passées. Kanté, d'une certaine manière aussi. Je pense qu'on est dans un creux qui est causé par des événements très spécifiques qui font que ceux qui auraient dû accompagner la nouvelle génération sont pas là et qui auraient pu être des capitaines et vice-capitaines plus ou moins désignés facilement et qui peuvent pas quoi. Ouais, c'est clair, mais souvent ce qu'on dit, c'est que fin de génération de joueurs, pour le coach, il y a deux trucs. Soit il a une vraie fraîcheur et entre guillemets, il faut le garder. Parce que justement, on a eu une génération fantastique qui ça s'est très bien passé et tout. Pourquoi tout détruire? Tu peux faire des parallèles avec d'autres sports où parfois t'as des coachs, je pense notamment l'équipe de France de handball ou même dans le basket, il y a des exemples Popovic. comme ça aussi, bien sûr. Où justement, même quand il y a les changements de génération, tu gardes le coach parce que il a une certaine fraîcheur mentale, une fraîcheur d'esprit, il aime ça, il est prêt à repartir au combat sans une forme de fatigue. Moi, le problème, c'est que je pense que Deschamps, il est cramé, en tout cas un petit peu. Et donc, de ce point de vue-là, pourquoi pas, entre guillemets, tout casser pour reconstruire un nouveau cycle. Parce que je pense pas que ce soit les joueurs qui manquent dans le futur. En tout cas, c'est pas ce qui se dessine. Peut-être il y aura des profils qui manqueront, mais pas des joueurs à proprement parler, comme il y a pu y avoir dans certaines sélections. Mais tout ça, en tout cas, témoigne de vraiment une grande instabilité, une grande inconnue, je trouve, en équipe de France. Cette histoire du coach qui doit partir, moi c'est vrai que c'est ce que j'ai dit beaucoup de fois sur Deschamps, je pense que c'est typiquement le coach d'une génération et il a perdu, dès qu'il aurait fallu renouveler, il a perdu le flair, il a jamais su faire confiance aux jeunes depuis quoi 3-4 ans, il est passé à côté de... Je trouve que sa gestion de Kamavinga par exemple, c'est pas du tout aussi bien que ce qu'il aurait pu faire. Et donc oui, je pense qu'il devrait partir, ça fait longtemps qu'on dit ça. Après, faut oser, parce qu'on sait qu'il a la main mise sur la FFF, il faut que lui parte. Et après, il faut oser tout péter et trouver quelqu'un, quoi. Aussi, Ouais. à sa place. Ouais, à voir, il y a toujours le grand fantasme Zidane, mais bon. En tout cas, c'est un sujet qu'on va voir un peu ce qui va se passer là dans les 2 prochaines semaines. Donc, 2 matchs à jouer, il joue la Belgique et il joue un autre match en opposition interne. Donc voilà, on va suivre un peu les résultats et la manière, mais à mon avis, on n'a pas fini d'en parler. Écoute, si c'est bon pour toi, on passe sur le deuxième grand thème du jour avec la grosse question qu'on va se poser. Alors, la grosse question est la suivante. Attention, ça va envoyer. Le PSG peut-il être concurrencé dans la course au titre en Ligue 1? Avant d'avoir ta première réaction, Aurélien, petite remise en contexte. Le PSG est deuxième avec 16 points, si je ne m'abuse, juste derrière Monaco, qui a fait un énorme début de saison. Et on peut inclure, je pense, en tout cas, si on avait fait le débat il y a 2-3 semaines, on les incluait sans souci. Aujourd'hui, justement, on va pouvoir se poser la question. Peut-être inclure d'autres équipes, dont l'OM, qui marque un peu le pas ces dernières semaines, mais qui reste tout à fait dans le coup.
En ce qui concerne le titre, je pense que c'est mort pour les autres équipes. Je vois pas Lyon, même s'ils sont sur une grosse dynamique, aller jouer le titre. Je pense pas non plus Lille avec la Coupe d'Europe. Même Lens, on a Reims qui est très surprenant, qui est quatrième, et qui joue à un gros niveau, mais à la rigueur, ils peuvent espérer leur plafond faire une saison un peu comme Brest. Mais de là à jouer le titre, ça me semble compliqué. Donc c'est vraiment ce gros trio. Oui, tu me fais des signes, tu veux que je cite Nice. Voilà, Nice n'a pas gagné depuis 4 matchs en Ligue 1. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué. Mais une petite pensée aussi pour les Strasbourgeois qui jouent très bien au foot. Mais là, le débat, c'est vraiment le titre. Donc déjà, à chaud, là, comment tu me réponds? Est-ce que quelqu'un peut concurrencer le titre au PSG? Bon, malheureusement, t'as un truc qu'on voit depuis plusieurs années. C'est arrivé, il y a Lille qui avait réussi à passer ce gap-là, mais t'as pour moi, t'as, Monaco aussi, si on remonte Oui, c'est à vrai. la grande époque. Mais c'était pas la même équipe. t'as l'automne en fait. T'as le break d'automne qui fait que souvent les équipes qui ont eu un énorme soleil pendant les 3-4 premiers mois, 2-3 premiers mois plutôt, voire même souvent première. Je pense à l'OGC Nice, champion d'automne 2016. Angers, deuxième de Ligue 1. Voilà, c'est tous ces trucs comme ça. Et où ensuite la richesse de l'effectif fait la différence après l'automne quand l'effectif principal des équipes plus petites commence à fatiguer, qu'il n'y a pas assez de rotation, où malheureusement le PSG reprend le pas et grignote peu à peu là-dessus et revient. Donc pour moi c'est ça l'enjeu majeur, ça va être dans maintenant 1 ou 2 mois. Est-ce qu'on Mais sera est-ce au que même t'y niveau? crois? Moi honnêtement, je crois que j'y crois cette année parce que je sens que ça va être une année très noire pour Luis Enrique. Donc j'y crois, ouais. Ouais, bah écoute, moi j'y crois. J'y crois vraiment. Avant de parler du cas un peu épineux et compliqué de l'OM, je pense que Monaco peut vraiment jouer le titre. Pour 2 raisons. La première qui ne les concerne pas, c'est que le PSG ne me semble pas du tout aussi souverain, bien qu'il soit très fort, attention, hein, à l'échelle de la Ligue 1, pas aussi souverain que certaines années. Je repense même à l'année où Lille est champion. Je pense que le PSG de l'année où Lille est champion est plus fort que le PSG de cette année-là. Ils vont perdre des points, ils vont en laisser filer, ils en ont perdu à Reims, ils en ont perdu à Nice. Il y a des gros matchs qui arrivent. Mine de rien, le PSG a pas encore joué énormément de gros matchs. Ils n'ont pas joué Lyon, ils n'ont pas joué Marseille, ils n'ont pas joué Monaco. Contre Lille, ils gagnent, mais ils auraient tout à fait pu perdre. Qu'est-ce qu'ils ont comme les grosses équipes à jouer encore? Bon, en tout cas, ils n'ont pas eu un début de calendrier particulièrement compliqué. Et l'autre raison, c'est que Monaco, tu disais, oui, c'est vrai, le cut de automne-hiver, c'est souvent là que c'est compliqué. J'ai vraiment pas l'impression que Monaco force son talent sur ce début de saison. Ils sont assez faciles. Là, on pense Ligue des Champions, ils vont à Zagreb, un match bourbier, un temps horrible, une pelouse éteinte, ils sont menés 2-0, ils reviennent à 2-2. La logique veut que tu reviens le samedi soir, tu joues Rennes là-bas. Rennes n'a pas joué de match en Coupe d'Europe. Ils vont s'imposer 2-1 sans trop forcer non plus. Franchement, ils ont une belle marche. J'étais au stade pour Lyon-Monaco. Ils gagnent 2-0, mais ils peuvent gagner 4-0. Et puis ils ont une pas mal de belles profondeurs de jeu, d'effectifs, pardon, avec notamment des jeunes qui vont être amenés à progresser dans la saison. Je dis pas que le PSG en a pas, hein, c'est aussi le cas du PSG, mais avec une pression quand même moindre hein, à Monaco. Disons que eux ils n'ont rien à perdre en Ligue 1 si à partir de, enfin si il faut qu'ils soient sur le podium, mais s'ils sont pas sur le podium derrière, que ce soit troisième, deuxième ou premier, c'est que du bonus. Donc voilà moi pour Monaco. Bah, pour moi, je sais pas. C'est vrai que l'OM est quand même, paraît plus vacillant. Bah, encore ce week-end, ça a été un nul très très bizarre, un match super compliqué, etc. Donc l'OM paraît quand même plus vacillant que Monaco. Mais là où Monaco vraiment a un contrôle drôle, c'est parce que c'est drôle, on n'a pas l'impression que l'effectif soit si fort sur le papier. Moi j'avais l'impression qu'il stagnait encore cette année. Et pourtant t'as Balogun en réalité que je trouvais avait pas fait une saison folle la saison dernière, qui là a marqué quasiment à tous les matchs depuis le début. Tous les joueurs déjà présents en fait, Minamino fait un bon début de saison. Golovin aussi, t'as des Zakaria très très fort. Zakaria.
T'as les joueurs cadres sont là et ouais des jeunes, bon ça c'est vrai qu'on connaît. C'est les Akliouche, Ben Seguir et tout. Ouais. Et qui eux en plus commencent à mine de rien un peu connaître la Ligue 1 en fait. Parce que ça fait longtemps qu'on les voit mais. Ouais, c'est clair. Bah, je pense qu'avec Liouche et Ben Seguir, faut qu'on en profite. Hein. Ouais. Mais moi, je me permets, je te coupe 2 secondes. Je trouve que la grande différence entre l'OM et Monaco, c'est que l'OM, on l'a vu en début de saison, quand ils sont lancés, c'est très 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 dur de les arrêter. Mais ils sont dans un contexte où le moindre petit grain de sable peut foutre la merde dans la machine. Là où Monaco, alors Monaco ces dernières années, ils ont eu pour habitude d'avoir des gros passages à vide, des moments où pendant 1 ou 2 mois ils arrêtent de gagner, ce qui faisait qu'ils avaient beaucoup de mal sur les fins de saison et ils étaient toujours un peu courts. Évidemment, il faudra qu'ils n'aient pas ce passage à vide, mais s'ils l'ont pas, ils sont dans un cadre qui me semble bien plus serein, bien plus calme. Alors ça peut être à qui tout double, parce que justement ça va faire des passages à vide, parce que tu vas pas être poussé comme tu peux l'être à Marseille. Mais en même temps, à Marseille, ça peut se retourner contre eux aussi. De Zerbi, c'est très très fort, mais je pense que Adi Hutter aussi est très bien en place maintenant. Je sais pas, franchement, l'OM c'est compliqué. Moi, l'OM, je les sens plus comme une équipe frisson qui, sur certains matchs, peut te mettre le feu. Je les vois bien gagner un OM PSG cette année. Je sais pas si ce sera au parc ou si ce sera au Vélodrome, mais je vais les regarder attentivement parce que je pense que ils ont ce grain de folie qui fait qu'ils peuvent taper tout le monde, mais en même temps, il me semble moins fiable face à certaines équipes comparé à ce que peut être Monaco qui, en général, est plutôt fiable. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça peut faire une vraie course au titre. Ou au moins, tu vois, à 6-7 journées de la fin, on se dit, mais attendez, tout est possible encore, quoi. Bah, moi, en vrai, je souhaite que ça aux fans de Marseille parce que d'être même juste simplement une équipe frisson qui tape le top 3, top 4. Parce que même s'il y a eu des plutôt bonnes saisons ces dernières années, je trouve que quand même ça a été plutôt instable. Et si ils arrivent à s'installer comme une équipe top 3, top 4 qui fait plaisir à regarder, ce serait déjà bien avec un coach qui reste et qui a un projet, ce serait déjà cool. Après, pour moi, si on peut peut-être dériver sur autre chose, c'est est-ce que cette année, le PSG est pas prêt un peu à jeter cette saison aussi. Moi, quand j'ai vu le départ de Mbappé, j'ai dit que c'était très bien et qu'on allait avoir des années un peu floues où ils étaient un peu moins forts, mais où ça se construisait. Bon, par contre, donc ça, moi, ça me dérange pas, ça m'aurait pas dérangé en tout cas si j'avais pas trouvé que là, on tendait quand même vers une certaine instabilité, quoi. Ouais, et puis moi, jeter une saison, moi je suis désolé, le PSG, pour moi, ils peuvent pas se permettre de jeter une saison. Regarde, prenons PSG-OM et on compare le 11 titulaire de chaque côté. Dans les buts, compliqué de juger qui est le meilleur des deux gardiens, parce que c'est les deux gardiens qui sont capables de faire des très bonnes choses et des choses beaucoup plus moyennes. Voilà, bon, je vais pas revenir sur Donnarumma. Latéral droit, enfin même les deux latéraux, c'est le PSG qui a les meilleurs. Dans l'axe, la charnière centrale du PSG a rien à envier à celle de l'OM, hein. Donc pour moi, sur les 5 de derrière, c'est le PSG qui individuellement est meilleur. Au milieu de terrain, certes, il y a pas mal de qualités côté marseillais. Après, est-ce que c'est diamétralement meilleur que l'autre? Bah, je sais pas. Et ensuite, devant, bah, Greenwood, ouais, ok. Mais bon, c'est un peu comme Dembélé, quoi. C'est un peu le jour et la nuit. Là, depuis 2 matchs, Greenwood, on le voit plus. Il est transparent, l'OM avec. T'as aussi une forme de dépendance à un seul joueur. Et puis, franchement, je trouve que le PSG, certes, ils sont un effectif moins bon que certaines années, sur le papier en tout cas. C'est pas pour autant que leur effectif il ne doit pas être champion de France. Hein. Ils doivent l'être et en ce sens, je pense que la course au titre, elle va être quand même relativement accrochée. Après, quid de ce qui va se passer au PSG, parce que je pense qu'on a beaucoup parlé des deux autres, de ce qu'il fallait qu'ils fassent, etc. C'est dur de dire ce qui va arriver au PSG. Est-ce que Luis Enrique il sera encore là à la fin de la saison? Il y a 6 mois, on aurait dit bah oui, évidemment. Aujourd'hui, je sais pas. Le truc, c'est que cette année-là doit pour moi être une année de formation pour les jeunes. Et qu'on voit chez certains, hein, Barcola, la progression est parfaite. Kanginli, c'est pareil. Vitinha confirme. Donc ça prend. Bon, Dembélé a du mal, mais on a l'impression que Kolo Muani commence un peu à reprendre confiance. Donc moi, je trouve que sur le papier, il y a certains moments où ça se passe bien, mais en même temps,
Luis Enrique, il fait pas du tout, il rassure pas du tout, je trouve, parce que j'ai pas l'impression qu'il défende tant que ça en fait un projet de développement lui, alors que ça devrait être ça. J'ai l'impression que juste il gère mal, il a l'air de s'embrouiller un peu avec tout le monde, etc. Donc en fait, moi c'est pas ce que j'aurais souhaité, c'est-à-dire que j'aurais voulu une année limite consacrée au développement, quitte à faire moins de victoires, mais que ce soit fait de manière rassurante et qu'on soit sûr d'aller quelque part. Alors qu'en fait, j'ai l'impression que Enrique, il se perd un peu dans son personnage en même temps Son du personnage insupportable. Voilà. Quoi qu'en disent les supporters, il y en a qui vont dire ouais, mais Non, vous non. pouvez pas comprendre, etc. Non, là ça Tu devient peux pas n'importe chier à quoi. la gueule d'une journaliste comme ça alors qu'elle te pose une question simple. Là, il devient, franchement, ouais, en fait, il se perd dans ce perso-là et qui fait qu'il est plus du tout rassurant. Donc, c'est vrai que moi, j'étais partisan de Luis Enrique parce que je trouvais que c'était la première fois depuis quelques temps qu'on avait un coach un peu qui savait où il allait. Bon, je trouve qu'on sait plus trop où il va. Je pense que je sais où le PSG devrait aller, c'est-à-dire vers tous ces joueurs censés être plus sérieux que les stars qu'ils avaient eues, les développer, en faire les joueurs d'une équipe. Et je trouve qu'il y a de quoi faire avec les joueurs qu'ils ont, mais que le coach est de moins en moins rassurant en fait. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Juste pour finir sur Luis Enrique, même si c'est pas le sujet, il y a des mecs qui disent mais en fait tu peux pas comprendre. Il prend tout sur lui parce qu'il a une équipe de jeunes, donc il les protège. C'est-à-dire qu'il prend toute la lumière sur lui pour éviter que ça rejaillisse sur ses joueurs. Sur le papier, à la rigueur, ça peut se défendre. Mais là, il est en train de prendre tellement de lumière, plus de lumière que ce qui existerait s'il faisait profil bas. Là, il est juste en train d'attirer sur lui les foudres. Enfin, je suis désolé, il y a une différence entre le coach qui, à la fin du match, quand son jeune joueur a fait une boulette, va dire non, non, c'est pas lui, certes, il fait cette erreur, mais c'est moi, je me suis trompé, machin. Là, ok, il le protège de celui qui se donne en spectacle. Enfin, j'ai l'impression que là, c'est même pas pour protéger les autres, c'est juste parce qu'il a envie d'être sous le feu des projecteurs, et je trouve ça assez ridicule. Je te propose, pour conclure sur cette grosse question de Ligue 1, vas-y, là, à chaud, au moment où on tourne, on est le 7 octobre, ça sortira demain le 8 octobre normalement, si ce soir je me suis pas endormi. Donne-nous là, au 7 octobre au soir, ton top 5 de Ligue 1 à la fin de la saison, ton classement. Alors, bon, écoute, je pense qu'on va suivre le même truc, on va décider d'y croire. Je vais dire en 1 Monaco, en 2 Paris, en 3 Reims, en 4 OM et en 5 l'OGC Nice. Oh là 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 là. Avec le calendrier était pas sympa, mais là attention. Faut absolument screen ce qu'il vient de dire pour le ressortir dans 6 mois là. Attends, tu sais que Reims 3ème, tu me choques. Tu me choques. Ok. Tu vois, j'étais plus enthousiaste que toi sur la course au titre, mais moi je vais dire. En même temps, si le PSG est pas champion et que je l'ai pas dit maintenant, je vais m'en vouloir. PSG champion, Monaco deuxième, Marseille troisième. Je pense que les trois vont être en 4 points et que Monaco finira à 1 point du PSG. On y aura cru jusqu'au bout. Peut-être un tout petit peu moins pour Marseille. Et pour compléter 4 et 5, Brest. Lyon 4ème et 5ème de Ligue 1 Conforama. Non, elle s'appelle plus comme ça. J'hésite entre Reims et Lille. Je vais dire Lille. Lille 5ème et Reims en Coupe d'Europe, donc 6 ou 7. 6 ou 7 et voilà. Et est-ce que Brest finit top 10 ? Parce que pour moi, Brest finit 8ème. Ouais, Voilà. Et Nice, tu le mets où alors ? pareil. Même Donc on n'a range. pas l'Europe ? Non, Ah putain. non, je pense pas. Je pense que Nice va être en Ligue Europa. Là, on est en train de complètement dériver, mais tant pis. En Ligue Europa, va être entre la 22ème et la 26ème place. Espérons qu'il soit 22ème. Mais tu vois, je les vois soit passer tout juste, soit pas passer tout juste. Et on va encore les insulter comme quand ils s'étaient fait sortir par qui ? Par Bâle, là, ou je sais pas qui, là, en quart de finale de Conference League. Ça, c'était l'horreur, ouais. Et je pense que Lyon sera top 8 de Ligue Europa. Ouais, moi, ça, je suis d'accord avec toi sur le. Un jour, il faudra qu'on discute de la gestion de Rennes. C'est-à-dire que dans un monde idéal, actuellement, Rennes est deuxième de Ligue 1, en poule en Champions League.
Et voilà. Ouais, bah Rennes, moi, chaque fin de mercato, je signe pour le projet. Là, ils ont recruté l'ancien directeur sportif de la Roma. Il a fait des recrutements intelligents et tout. Et j'ai l'impression que à chaque fois, ça se matérialise pas sur le terrain. Bon, on va voir, la saison est longue. Écoutez, voilà pour cette longue page Ligue 1. Et on finit donc ce deuxième épisode de la saison 2 sur notre nouvelle rubrique. La rubrique du joueur de la semaine. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Bon, et ben alors, deuxième épisode de la nouvelle série du joueur de la semaine. L'année dernière, tu avais parlé de Cole Palmer. Bon, là, au vu du poste, ça va être moins impressionnant, évidemment, en termes de stats. Mais j'ai essayé de parler de Chevalier. Donc, Magnifique. magnifique. Équipe de France. Deux matchs. Équipe de France, peut-être. Bah, avec Maignan, pourquoi pas. Un jour, espérons. Le fameux vice-capitaine, peut-être. Voilà. Bon, donc 2 matchs. Un match de Ligue des Champions. Putain, c'est quand même cool de dire ça. Qui ne l'a pas vu? Et un match de Ligue 1, voilà, donc on peut pas l'avoir raté. Certains ont vu un des deux, d'autres ont vu les deux matchs. Dans les deux cas, c'était quand même excellent. Ouais. Donc, bon, le match de Ligue des Champions est sûrement le plus impressionnant. Oui, je pense qu'on va plus parler de Lille-Real que de Lille-Toulouse, même s'il fait un bon match contre Toulouse aussi. Ouais. Il fait un bon match contre Toulouse. Un match très très propre, où il fait des sorties impressionnantes aussi. Enfin, franchement, c'est un match maîtrisé et je pense qu'il sort quasi aussi meilleur joueur de ce match-là. Par contre, en Ligue des Champions, il a fait une perf d'homme du match, quoi, justement. Ouais, bah ils l'ont donné à Zegrova parce que c'était plus. Comme c'est l'UEFA qui s'en charge et qui connaît pas clinquant. trop le LOSC, voilà, c'était plus clinquant. Mais monstrueux. Monstrueux, la manière dont il a défendu en fin de match, sa cage, il n'y avait rien qui pouvait rentrer. Pour ceux qui ont vu Chelsea-Nottingham ou qui ont vu le résultat, le résumé, pardon, c'est un peu comme Matt Sells avec Nottingham. Il y a un moment où le mec il est en feu, tu te dis, quoi que tu fasses, il va la sortir. Vraiment, ils sont. C'était impressionnant, mais ouais, vas-y, je te laisse enchaîner sur Chevalier. Non, bah après, on peut pas dire que ce soit surprenant. Je pense qu'il y aura des semaines, et c'est ça qui est intéressant. On parlera aussi un peu de mec de gloire d'un jour, quasiment, tu vois. Je pense au joueur de Saint-Étienne là, qui a mis un triplé là. David Julie. Mais encore un. mais là, c'est un mec. Bon, c'est évidemment impressionnant de faire un match comme ça face au Real, mais c'est quelque chose auquel on s'attend depuis plus d'1 an et demi, 2 ans maintenant, vu le niveau qu'il affiche. Mais c'est incroyable de le voir confirmer à ce point-là. Moi, je trouve que le match contre le Real est encore plus impressionnant que ce que je pensais, quoi. Ah, mais clairement. Bah, moi, j'ai dans mon entourage très proche un supporter de Lille, donc Chevalier, ça fait un bon moment que j'en entends parler, que j'entends, que je vois jouer, etc. Et c'est vrai qu'il m'a toujours impressionné, même si il est vrai que sur FIFA 24, sa carte, elle était un peu pétée. Hein, je dis ça pour les amateurs. Mais ouais, moi, il y a un truc qui m'énerve. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Il fait un match de ouf le mercredi. La liste de Deschamps, c'est le jeudi ou le vendredi. Et il y a plein de mecs qui se plaignent, à juste titre. Ouais, c'est pas normal qu'il y soit pas, etc. Et tout plein d'autres gars qui viennent leur répondre. Non, mais ça, tu vois, c'est la culture de l'instant. Ça y est, il fait un gros match, il devrait être en équipe de France. Ça fait pas un gros match, ça fait 2 ans qu'il fait des gros matchs sur gros matchs, sur gros matchs, sur gros matchs, qu'il écœure les attaquants. Il est hyper fort, s'imposer à son âge dans une équipe européenne comme ça, c'est pas donné à tout le monde. Je le trouve excellent. Et là, attention, on avait parlé de Deschamps tout à l'heure. C'est de retour, on est reparti sur un tour. Très vite, je vous promets. Question du journaliste, évidemment. Question par rapport à Chevalier. Comment vous expliquez la non-sélection de Chevalier au profit de gardiens comme Areola ou Samba? Oui, alors en fait... Non, je vais pas l'imiter. En gros, en substance, non, même mot pour mot. Oui, mais Areola et Samba, ce sont des gardiens qui ont l'habitude. Chevalier, son heure viendra. C'est quoi cet argument de merde? Comment veux-tu qu'il ait l'habitude si tu ne sélectionnes que des joueurs qui ont l'habitude? Il est complètement con ou quoi là, Deschamps? C'est comme les mecs qui en entreprise vont te dire en gros, bah, c'est un poste pour les gens pas expérimentés, mais on cherche que des gens avec de l'expérience. Comment veux-tu que j'ai de l'expérience si on me refuse parce que j'ai pas d'expérience? Ça me saoule. C'est intéressant, mais après, bah, déjà, oui, parce qu'évidemment que les matchs comme il va avoir face à la Belgique et à je sais plus qui, il y a c'est des moments où tu es censé essayer des joueurs, leur faire vivre leur première sélection,
un peu se tremper dans le grand bain, etc., même sans jouer vraiment. C'est le cas d'un second gardien et d'un troisième. Et puis surtout, il nous vend un truc qui a été bien détruit, je pense, à l'Euro, c'est-à-dire un groupe plus puissant que les individualités, qui marche en cohésion. On l'a vu, on en avait parlé au débrief de l'Euro. La cohésion est invisible sur le terrain. Il n'y a aucune cohésion, ça ne se voit pas. Donc de fait, c'est une équipe d'individualité qui le gère mal. Donc l'argument de mettre des joueurs moins bons récemment juste pour le collectif ne fonctionne pas puisqu'il n'y a pas de collectif. Non, et puis attends, le groupe. Sur un tournoi où tu pars un mois en Russie, ok, Coupe du Monde 2018, tu pars un mois au Qatar, le groupe, ok, c'est très important. Là, c'est une semaine à Clairefontaine. Je veux dire, le groupe, il va pas se briser parce que Areola ou Samba ne sont pas là. Individuellement, il a rien à leur envier. C'est justement maintenant le moment où tu vas le tester sans prendre de risques pour ton groupe. Et franchement, hein, Chevalier, c'est pas lui qui va te faire foutre la merde dans un groupe. Certainement pas. Enfin, là, t'as la cohésion, d'accord, mais bon, à un moment donné, s'il y a bien un moment où tu peux le tester, c'est sur ce genre de match. Comme tu l'as dit. Alors, j'ai une théorie. En fait, non, j'ai deux théories. J'en ai une qui est sérieuse et une qui est un peu moins sérieuse. La théorie sérieuse, c'est que peut-être qu'en fait, il a peur que Chevalier soit trop fort. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, il choque tout le monde. Et que du coup, là, il se retrouve un peu coincé où il peut plus trop le sortir du groupe. Et comme il n'a pas encore pour projet de l'installer durablement, il le prend pas pour s'éviter ce genre de truc. Parce que c'est vrai que si tu dis, bon, oui, en même temps, il aurait été troisième gardien. Là, si tu vas jouer la Coupe du Monde aux États-Unis, tu dis, ah non, c'est clairement Maignan puis Samba. Donc la question, c'est la place de troisième gardien. Moi, je suis désolé, je préfère Areola parce que c'est un ancien, etc. Et puis de toute façon, c'est un poste où tu vas pas jouer. Donc désolé, Lucas, mais bon, voilà. Pourquoi pas? Je suis pas forcément d'accord, mais ça se défend. Mais là, vraiment, moi, je pense que c'est ça en fait. Il a peur qu'il soit trop fort. Et ça, c'est la théorie sérieuse. Donc attendez la moins sérieuse. La théorie la moins sérieuse, c'est que c'est pour détruire les accusations de racisme. Comme Chevalier il est blanc en fait, il le prend pas parce que sinon ça va crier au racisme. C'est évidemment une blague parce que personne ne va crier au racisme vu qu'il mérite sa place. Mais franchement, je comprends pas, quoi. On a un peu dérivé. Non, moi je suis la première théorie, mais juste pour finir sur Deschamps, ce que je regrette, c'est qu'il y a eu une période, qui est d'ailleurs la bonne période de l'équipe de France sous Deschamps, ce genre de rassemblement, il les utilisait pour faire venir des joueurs qui étaient bons sur le moment ou en quels il croyait pour les faire essayer. Je pense à des joueurs qui sont jamais revenus. Il y a Pléa qui est venu sa première saison à Mönchengladbach parce que il fait un excellent première saison. Il a fait 3 matchs où il a presque pas joué, très bien. Gamero qui est revenu à ce moment-là plusieurs fois. Ben Yedder qui venait à tous les Ben Yedder, c'est drôle, tu vois, il revenait à tous les rassemblements pas importants et dès que c'était une compétition, il venait plus. Il y a eu une période où Deschamps utilisait comme il le faut ces trucs où il essayait des joueurs. Il y avait aussi un truc de récompense un peu, tu sais, où un joueur qui était en bonne forme, Pléa c'est un bon exemple, le mec il savait qu'il avait jamais joué de Coupe du Monde, mais on le récompense de sa bonne forme, comme ça on peut mettre sur sa fiche de palmarès qu'il a fait 3 sélections en équipe de France. Et depuis en fait là il s'enferme dans un truc en fait ces derniers temps. Il s'enferme dans où il veut absolument pas être mis en question en plus. Donc évidemment que si on lui reproche de pas prendre Chevalier, et ben il va en faire un combat et il va jamais faire venir Chevalier, tu vois. En fait, il veut. Non, mais il va le faire venir, mais. On verra. Je trouve, oui, bah si, mais de toute façon, au bout d'un moment, Chevalier, vous allez voir, il va être tellement fort que ce sera complètement incontestable. Mais moi, je suis persuadé que c'est ça. C'est que là, voilà, il y a d'autres chats à fouetter. Mais bon. En tout cas, Chevalier, pour plus recentrer sur lui le débat, excellent. Moi, je l'ai vu faire très très peu de boulettes. Très fiable. Alors, de là à passer dans la classe, par exemple, des meilleurs gardiens du monde, il faut attendre parce que être le gardien d'un très grand club, c'est différent d'être le très bon gardien d'un club, entre guillemets, seconde classe. Parce que là, on va t'attendre, c'est que tu vas faire 3 arrêts dans le match, il va falloir être là les 3. Il y a des gardiens, par exemple, moi je pense à Anthony Lopez, qui à son prime était extrêmement fort, mais il avait 10 ou 12 arrêts à faire par match, donc ça le valorisait à mort. Là où un gardien comme Alisson ou comme Courtois, en fait, il a très peu d'arrêts à faire dans le match. Et c'est sur ceux-là où il faut rester hyper concentré, hyper réactif, et ça, on peut pas encore savoir si Chevalier,
il en a l'étoffe, mais en tout cas, il en a le potentiel. Donc, félicitations à lui. Et puis, allez Lucas. Et à voir où est-ce qu'il sera dans les prochaines saisons, quoi. Ouais, moi je pense qu'il bouge pas tout de suite. Mais Bah oui, bah c'est moi particulier le marché des gardiens. Ouais. Bah, en plus, surtout que il est jeune pour un gardien Super jeune, de c'est ce un niveau-là. Parce 2003, 2002. que bah, Maignan, c'est un exemple tout con parce que c'est à peu près le même parcours. Maignan, il a pas du tout le même niveau ni la même visibilité à l'âge qu'il a actuellement. Parce que je dirais même que Maignan, à l'âge qu'a Chevalier, il est pas du tout gardien titulaire. Hein. Tu me corriges, mais Maignan, il a été gardien titulaire un peu plus tard quand même, plutôt aux alentours de 24-25 ans. C'est en 2001, il a 22 ans, Chevalier. À l'âge actuel de Chevalier, peut-être que si c'est Maignan, il l'est, mais en tout cas, Chevalier il commence plutôt que Maignan. Ouais. Et Chevalier, Maignan à Lille n'est pas l'élément majeur d'un match remporté contre le meilleur club européen, quoi. Donc, ça, c'est sûr. donc il prend une trajectoire plutôt rare et différente des autres gardiens, donc qui est super intéressante à suivre et oui, qui fait que en fait il a encore le temps même de passer 1, 2, 3 saisons à Lille sans problème en fait. À voir. Après, c'est pas à lui de décider. Hein, voilà. En tout cas, pas qu'à lui, mais on a le temps de voir ça. Bon, bah écoute, on conclut donc ce deuxième épisode qui aura fait une 40aine de minutes. C'est pas mal, c'est ce qu'on espérait. On espère que ce moment vous aura plu. On s'excuse pour les fans inconditionnels de Didier Deschamps qu'on a pris plein la gueule. Ouais, qui sont morts, je crois. Ouais, je sais pas s'ils existent. Mais vous inquiétez pas, on en reparlera de lui bientôt. Ils ont sûrement été sélectionnés en équipe de France. C'est ça. Moussa Sissoko, grosse force à lui. On vous embrasse et on se dit à la semaine prochaine. Allez, ciao.